journaliste, directeur de publication de Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique qui, on va dire, a plusieurs déclinaisons, la version internet et la version papier notamment. Voilà, la version papier, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle n'est pas parue, mais en tout cas, cette version-là existe bel et bien. Alors, on va l'accueillir à l'instant. Il est avec nous dans ce studio. Allez, Léonard Fadja, Sa Majesté, bonjour et bienvenue sur Kallac. Bonjour Kofi Goda, bonjour aux auditeurs de Kallac FM. C'est un plaisir, d'ailleurs vous pouvez le noter dans ma voix, mon thème vocal. Je suis heureux d'être à Kallac, car vous savez, pour la petite histoire que je retiens que j'ai été, votre collègue Saint-Merlin-Udom m'avait donné l'occasion de participer à la dernière émission de Koti François à Yaoundé dans Kallac FM. Alors, donc, c'est en revenant ici aujourd'hui, je n'oublie pas cette occasion pour notre star, quelque temps avant son décès. Donc, je suis heureux d'être dans le magnifique studio, magnifique pour ceux qui ne connaissent même pas le studio de Kallac, pour dire comment c'est toujours gai, tout est gai ici, et je suis heureux d'être parmi vous. Allez. Heureux d'être à l'écoute, d'être écouté par vos millions d'auditeurs. Allez, la dextérité de votre voix, hein, elle témoigne justement du plaisir que vous avez à être avec nous. Vous parliez de Saint-Merlin-Udom, oui. Au revoir le soleil, l'émission qu'il présente, c'est à partir de 17h. C'est un rendez-vous quotidien également, 17h, 19h. En tout cas, nous aussi, on est content, Léonard Fadja, de vous avoir cet après-midi dans le de l'ami de la journée, dans l'ami journée au Cameroun, c'est-à-dire dans le rôle de l'invité. Alors, je vous annonçais, j'annonçais vos différentes casquettes, la tradition dans cette émission, et c'est que l'ami de la journée nous parle de lui, nous parle de son parcours, mais de ses projets, de ses idées, de ses combats notamment. Mais on commence tout de même par savoir exactement qui vous êtes, où vous êtes né, c'était quand, et où vous êtes allé à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Écoutez, je suis un autochtone de Yaoundé, n'en déplaise à certains. Je suis né ici quelques heures avant la mort de Jourbin Oumniobé. Ah bon? Ouais, à la maternité principale de Yaoundé. Je vous fais grâce de dire la date. Je donne l'occasion aux gens de revisiter l'histoire de leur pays. Bon, c'est vrai que je m'apprêtais à le dire, mais bon, puisque vous voulez donner du travail à certains de nos auditeurs. Ici, j'ai fait mon école maternelle à l'école de source en face du marché de Madagascar. Ce qui on vous dit qu'il y avait une école maternelle là avec une grande cour, les arbres et la pelouse, vous ne pourriez pas le croire. Ben, c'est là où j'ai été. Après, je suis allé à l'école Messa Vallée qui n'existait plus. À partir de là, je suis allé à la mission catholique de Mokolo. Toutes les écoles où vous êtes allé n'existent plus. Non, l'école de source. Sauf l'école. Non, l'école maternelle de source existe, mais n'est plus au même endroit. Ah, d'accord. Ça se retrouve maintenant derrière le marché de Madagascar. Ah, d'accord, super. Alors, quant à l'école catholique, elle est encore là. Et je suis. L'école de la vallée Messa n'existe plus. N'existe plus. C'était une école protestante. D'accord. Alors, l'école catholique est toujours là. C'est d'ailleurs mon école où j'ai été, la paroisse où j'ai été baptisé, où je suis encore actif là-bas jusqu'à ce moment. C'est là-bas qu'on appelle le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur de Mokolo, le sanctuaire Sacré-Cœur de Mokolo. J'y ai été baptisé le 11 mars 1967. Ah, d'accord. Pour la petite histoire, ma mère a été baptisée là-bas le 26 août 1957, 10 ans avant moi. Ah, d'accord. J'ai découvert ça à la mort de ma maman. Vous avez les dates clairement. Oui, j'ai les dates. Donc, c'est ma paroisse de naissance. C'est pour dire que c'est ma paroisse, mais très tôt je suis parti de Yaoundé parce que nous qui sommes nés au quartier Mokolo, on était un peu peut-être comment dirais-je précoce dans certaines choses, parce qu'aujourd'hui quand je me rends compte qu'il y a des endroits à Yaoundé où j'y allais n'ayant pas encore l'âge de 10 ans, moi-même je suis très étonné. Alors fort de cela, mon papa était tellement dépassé
Parce qu'à un moment, il faut se rappeler que mon papa, c'était un grand propriétaire de taxi à l'époque. Hein. Ah, d'accord, c'était un Le taxi. quartier Mokolo était très bien, et si bien que moi, c'est le taxi qui me prenait de la maison au marché Mokolo, là on appelle le foyer Bassamba aujourd'hui, Ah, d'accord. pour m'amener à l'école à Madagascar et me ramener. Alors aujourd'hui, si on le dit, les gens vont croire que c'est faux, pourtant c'est vrai. Donc votre père, il était propriétaire de beaucoup de taxis, c'était un homme d'affaires qui... Et en même temps, travaillait dans le milieu diplomatique. Ah, d'accord. Donc je peux dire que je suis un enfant né dans le milieu diplomatique, j'ai grandi dans le milieu diplomatique et j'y ai travaillé pour travailler à Care International. Ah, d'accord. Voilà, donc très tôt donc, on m'envoie à Ebolova, pour appeler dans le terme. Ça c'est quand vous étiez encore à l'école primaire. Oui, à l'école primaire, je suis parti de Yaoundé à 10 ans. D'accord, vous étiez... On avait trouvé que j'étais très têtu, il fallait me faire partir de Yaoundé et aller chez mon oncle, le grand frère. Vous faisiez quelle classe à l'époque? Au cours élémentaire. D'accord. Alors j'y suis allé, j'ai fait l'école principale des garçons, des Bolo, qui est devenue maintenant l'école publique numéro 1 de la ville. Et puis je suis allé au collège, à l'école Kovos, Commission catholique, c'est là où j'ai eu mon CEPE. Et de Bolo, je suis allé à Mbanga, au collège Saint-Jean de Mbanga. D'accord. Vous vous rappelez la date, en tout cas l'année à laquelle vous avez obtenu votre certificat d'études primaires et élémentaires? C'était encore CEPE à l'époque, c'est pour ça que bien sûr. Aujourd'hui, il y a l'élémentaire là qu'on a enlevé. 72, et puis je suis allé au collège Saint-Jean de Mbanga. Je m'en vante toujours parce que pour le collège Saint-Jean de Mbanga, pour la petite histoire, parce qu'il faut le dire, j'ai grandi à Ebolova, j'avais un grand frère qui était au collège Bono. Pour nous, le collège Bono, c'était le collège de référence à Ebolova. D'accord. Le collège missionnaire catholique. Alors, mon papa, ayant un ami qui avait un petit frère qui faisait le collège Saint-Jean de Mbanga, qui avait fait la comptabilité, était grand responsable à la banque, a vu que, parce qu'à l'époque, quand tu sortais du collège Saint-Jean, c'est les banques qui venaient chercher les gens. Ah, d'accord. Alors, mon papa, ayant vu cela, avait insisté que je fie le concours du collège Saint-Jean de Mbanga. Alors, je pars des Bolova, je vais faire le concours au collège Saint-Jean de Mbanga. Alors, je vous assure, quand j'arrive au collège Saint-Jean, je remarque que ça n'a rien. Certes, c'est un collège missionnaire comme le collège Bono des Bolo, et c'est tenu par les frères des écoles chrétiennes, donc les frères qui sont ici à Vogt. D'accord. À l'époque. Donc, vous voyez que là-bas, c'était la vraie éducation. C'est pour ça, parfois, je dis souvent, je suis l'ambassadeur. Je voudrais toujours être l'ambassadeur de la bonne éducation que nous avons reçue des frères des écoles chrétiennes au Cameroun. D'accord. Et je déplore toujours le fait que beaucoup de certains membres de notre gouvernement ont eu cette éducation, mais ne brillent pas par l'exemple. Voilà. C'est bien dommage. Alors, vous obtiendrez, c'est quoi le diplôme que vous obtiendrez dans ce collège du côté de Saint-Jean de Mbanga? CAP aide comptable. Voilà, je me dévoile aux gens qui sachent que je suis passé par le CAP aide comptable. Ah, d'accord. C'est un diplôme de l'enseignement technique, ça. Oui. Et parce que là-bas, vous savez, quand vous terminez, directement les banques viennent vous prendre les meilleurs pour vous embaucher. Moi, j'étais jeune, je leur ai dit, moi, je suis jeune, et puis moi, j'ai mes grands frères qui vont à l'école, je suis longtemps pas resté là. M'arrêter à ce niveau. Ouais. Et puis, vous avez continué dans le même établissement? Non, je suis allé maintenant, parce que là-bas, Saint-Jean, c'était le premier cycle. Ah, d'accord. Ok, il s'arrêtait uniquement on va dire en 4e année, puisque en 3e, si on veut. Il y avait une section enseignement général aussi. D'accord. 3e, qui s'arrêtait en 3e. Il y avait l'internat, c'est-à-dire que ce qui m'avait séduit à Saint-Jean, c'est-à-dire que Saint-Jean, c'est pour ça que je dis toujours aux gens que, vraiment, pour ceux qui ont bénéficié d'une telle éducation, pour peu qu'ils soient responsables, ils ne doivent jamais oublier ce qu'ils ont reçu des frères des écoles chrétiennes. Ils doivent être des exemples. Ils doivent avoir le plaisir de servir. Ils doivent être des hommes honnêtes, intègres. Vous comprenez? Au collège Saint-Jean de Mbanga, il y avait toutes sortes de jeux. Tout ce que vous voyez aux Jeux Olympiques, là, que les gens Cameroun ne connaissaient pas, nous on connaissait. Il y en a là même qui n'existe, qu'on ne pratique pas aux Jeux Olympiques. Je pense au push-nol et tout ça. Il y a des jeux comme ça. À l'époque, les stades, on avait 3 stades. L'aire de jeu était rivalisé avec l'aire de jeu du stade Amadou Ahidjo. À l'époque, Ah bon. Ah bon, ben, on a 3 stades de basket. Moi, je suis un ancien basketteur. J'étais basketteur de collège. Après, je suis allé à Alfred Saker. J'étais basketteur à Alfred Saker. Donc, il y avait des infrastructures, mon frère.
C'était merveilleux. Donc quand j'arrive à Saker, c'est un des grands collèges de Douala, le collège missionnaire protestant. Mais à la réalité, je réalise que ça ne vaut pas le collège Saint-Jean de Mbanga. Ouais, parce qu'à Mbanga, on avait l'infirmerie d'abord du collège, il y avait l'internat, parce que j'étais à l'internat, on a l'infirmerie de l'internat, il y a l'infirmerie du collège, il y a un frère religieux canadien qui s'occupe de vous en cas de maladie. Et quand vous êtes... en même temps, il y a le directeur Joseph Fleury de Regretter Mémoire qui a une banque là. Et chaque fois, si tu as de l'argent, tu mets dans ta banque. Le jour que tu as un peu besoin de 100 francs, tu te mets en récréation pour percevoir, retirer 100 francs dans ton compte. Il apprenait déjà aux enfants au collège à épargner, à faire des économies. Voilà. Et puis, et à l'internat également, il y avait notre frère Eugène Pelletier, de Regretter Mémoire, tous sont décédés, qui avait aussi une caisse comme ça, et qui s'occupait même de la santé, qui a un problème de santé. Et la particularité avec l'internat en Mbanga, au collège Saint-Jean, c'était que les internes, c'est eux qui choisissent qu'est-ce qu'ils doivent manger. Ah d'accord. C'est des pachas carrément. On vous dit, vous choisissez ce que vous aurez à manger, mais la quantité dépendra de ce que vous aurez choisi. Ah d'accord. Bon, nous les garçons, tu sais, nous, on aime aussi la quantité. Par contre, chez les filles, elles aimaient trop la qualité. Elles aiment la qualité, des trucs friands. Mais nous, on mangeait le couscous comme dans la maison. À la maison, on mangeait tout, c'était bien. Bon, bref, pour dire qu'on a eu une bonne éducation, on a été à Saint-Jean. Je suis revenu partir de Douala, je suis venu ici au collège Matanfé. D'accord. Ouais. Ok, on s'arrête là pour l'instant, on reprendra exactement à ce niveau-là. Alors on va aller voir du côté de Mbalmayo où la pollution sévit, la pollution en tout cas, à la pollution au carburant. Voilà des fuites forcément sorties des soutes d'une station service Green Oil notamment à Mbalmayo qui met les gens mal à l'aise, cette pollution là. Voyons ça dans ce reportage de Pamela Ngona. Le marécage, la zone humide, elle restera elle va impacter. Les experts ont fait savoir qu'elle va jaunir complètement. La zone, Patrick, un riverain du village Galant près des rives du fleuve Nion en Mbalmayo, vit un véritable cauchemar. Depuis plus de 2 ans, ce père de famille a perdu un poulailler, une laverie et un cabaret. Il revient sur ce lieu pour nous démontrer pourquoi il l'a quitté. Il creuse des trous dans le sol et c'est une eau mêlée de carburant qui jaillit progressivement. L'eau qu'il recueille dans l'une des crevasses s'enflamme au contact du feu. Tu vois la fumée, non? La fumée, elle est noire et ça dégage. Vivre avec la pollution, le quotidien des familles d'Ungalan depuis l'installation de la station Green Oil dans leur zone d'habitation. Après les salutations d'usage, Marie, une septuagénaire amputée de la jambe gauche, qui vivait d'agriculture, voit aujourd'hui ses champs pollués par le carburant. On peut accuser on voit le carburant, vraiment, ça sentait même l'eau chez moi, les sangs. Moi, je n'ai pas l'argent. Pour aller me puiser l'eau là-bas, il faut payer un seau d'eau, soit 50 bidons, 100 francs. Moi, je faisais toujours le champ, ça ne tenait plus. Toutes nos cultures, partout là, tout a été dévasté. En plus de sa terre contaminée, son puits d'eau de consommation a été bouché par les engins de terrassement de Green Oil il y a quelques mois. J'avais dit au gars qui a mené le conducteur du Caterpillar, il a ramené toutes les saletés. Travaux inachevés de la société d'hydrocarbures qui avait d'ailleurs pour but la dépollution des sites contaminés. Jusqu'ici, rien n'a été fait. En dépit de l'ordonnance de justice émanant du juge de référé de Mbalmayo et datée du 1er juin 2023, qui pose comme condition au démarrage des travaux de dépollution le relogement provisoire des familles sinistrées. Une situation sur laquelle n'a pas souhaité s'exprimer la société d'hydrocarbures. Toute la zone là. Entre-temps, les graisses d'hydrocarbures continuent de faire des victimes. Florence Pala, environnementaliste,
nous édifie sur les dangers d'une telle exposition sur la santé des populations. L'impact est énorme. Les hydrocarbures, c'est l'incendie, ce sont les flammes, c'est l'inhalation des gaz. Pour l'eau, de toute façon, l'eau est impropre. Le sol est impropre parce qu'il est contaminé. En fait, là, on ne boit plus de l'eau. On boit de l'eau hydrocarburée. C'est au total 6000 mètres carrés qui sont concernés par cette pollution aux hydrocarbures. Pollution qui, au fil des années, a englouti la faune et la flore environnante pour finir dans le fleuve Ognon, situé à moins de 5 km seulement du lieu du sinistre. 6 km², ça fait gros pour une surface de terre polluée par ce carburant-là. Oui, on n'imagine pas la faune et la flore marine, justement, qui en payent également le prix. Il faut vite faire quelque chose. En tout cas, merci Pamela pour ce brillant reportage. J'ai envie de dire, dommage qu'il nous indique que de mauvaises nouvelles. Vivement que tout cela s'arrange. Si vous nous retrouvez à l'instant qu'il est 12h39, oui, vous êtes sur Calac FM, c'est la 94.5. Vous nous écoutez, à Yaoundé, dans la région du centre, en FM stéréo, et dans le reste du Cameroun, à travers le monde, notamment via l'application Calac FM téléchargeable sur Google Play Store, notamment, pourquoi pas, vous nous écoutez aussi, vous pouvez nous écouter aussi à travers le site d'information sanagamedia.net, donc via le streaming. La mi-journée au Cameroun, la suite. Bonjour Idriss Linge, vous êtes rédacteur en chef de l'agence Ecofin et vous êtes en direct au téléphone depuis Cotonou, c'est au Bénin. Vous êtes là pour la question éco. Aujourd'hui, nous parlons de l'entreprise Yango qui obtient officiellement l'autorisation d'exercer ses activités au Cameroun. Yango, filiale du russe Yandex, a donc une autorisation de fonctionnement dans le secteur du transport urbain. Un an, on va dire un an renouvelable, oui. Idriss, Yango avait été d'abord interdit d'exercer pour non-respect de la réglementation en matière de transport. Alors, peut-on se passer d'une telle offre de transport dans des villes comme Yaoundé ou Douala? Bon, je ne crois pas qu'il faut forcément mettre ça dans une dynamique d'évolution du monde. Bien qu'on ait Uber aux États-Unis, qui est le pays qui a connu Uber, les gens continuent de prendre le taxi, les gens continuent de prendre les tramways, les métros, d'aller à vélo, par exemple. Donc, le service de VTC à la commande, ce que fait Yango, ce que fait l'entreprise qui exploite Yango, parce que Yango c'est pas l'entreprise, Yango c'est le service en fait qui s'appelle Yango, existe dans pas mal de capitales et de villes du monde, mais voilà, c'est pas une question d'évolution, c'est une offre additionnelle et c'est une offre logique. Il n'y a rien de nouveau. La seule chose qui est neuve, c'est que celui qui a la volonté de porter les gens n'est pas obligé d'attendre ou de connaître la personne qu'il porte. C'est exactement comme quand des enfants quittent le quartier Biémassi pour aller au lycée Leclerc et que le parent de Fatou, au passage, porte Zenapo, le fils de son voisin. Donc c'est exactement ça, sauf que on a transformé ça en réelle activité économique où il y a une demande des personnes qui veulent se faire transporter et une offre des personnes qui sont prêtes à transporter d'autres moyennant l'argent. Et donc la société qui met les deux en contact perçoit une commission derrière. Et que l'entreprise ne soit pas régulée, c'est
normal. Le Cameroun beaucoup de pays n'avaient pas prévu qu'il y aurait un jour des gens qui vont tarifer l'intermédiation entre celui qui veut se faire transporter et celui qui transporte. C'est une activité nouvelle, née du digital. Donc je pense que le gouvernement aurait dû plutôt commencer à voir comment on régule ce genre d'activité et après dire voici comment est-ce que vous devez consommer et non pas suspendre pour après donner des licences sur une période annuelle. Est-ce que à un moment le gouvernement camerounais n'est pas tombé jaloux du succès de Yango? On se rappelle d'ailleurs que ce gouvernement-là avait annoncé la création d'une entreprise similaire, à savoir Ongo. Oui, c'est comme ça que ça s'appelait, même si on a du mal à savoir où elle en est exactement. Ce qui était une réflexion pas très mûre, parce que derrière des projets de VTC comme Yango, il y a un gros apport capitalistique, parce que c'est pas des sociétés rentables dès le départ. Des sociétés où il faut investir massivement. Maintenant, il y a deux choses. Déjà, je pense que ce que j'avais appris lorsque j'étais arrivé à Yaoundé, c'est qu'il semble que ce Ongo a été effectivement créé par des gens dans le gouvernement parce qu'ils se sont dit, on parlait de comment Yango fonctionne, c'est-à-dire les taximans avaient des surprimes sur les trajets. Mais ça, c'est un gros boulot qui ne peut être fait que lorsqu'on lève d'importants capitaux, que ce soit Yandex, que ce soit Bolt, aujourd'hui qui est très très répandu au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, ou encore Uber, qui est le fondateur même de ce type d'activité économique. Chaque fois qu'ils sont arrivés sur des nouveaux marchés, pour que la dynamique monte, ils ont dû subventionner, en tenant compte que cette subvention fait partie des coûts d'installation. Et tu vois, toi, le ministère camerounais des Transports, avoir une gestion optimale et subventionner pour 2-3 milliards de pré-course avant, 110 000 tentatives de fraude, je pense qu'ils n'avaient pas très bien compris comment ça fonctionne. Or, si les produits comme Yango marchent, c'est parce que les taximans classiques sont un problème. C'est des gens qui sont pas propres, c'est des gens qui sont pas standardisés, c'est des gens... C'est ridicule parce que je me rappelle, moi, une personne m'avait transporté, il m'a dit non, j'appartiens à une flotte, nous avons 2000 taxis à Yaoundé. Je dis quoi? Vous avez 2000 taxis? Vous devez arrêter de fonctionner à la vue, quoi. Vous devez avoir une application comme les taxis new-yorkais qui permet qu'on vous transporte. Et je me rappelle aussi qu'il m'avait dit que c'était de blanc et que j'avais l'air un peu stupide. Et voilà. Maintenant, quand Yango, les gens ont commencé à se plaindre et évidemment, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit, on a reculé comme... Voilà, est-ce que finalement Idriss Yango n'offre pas beaucoup d'avantages, malgré les prix plus élevés bien entendu? Ceci contrairement aux taxis classiques, il y a par exemple la sécurité, c'est express, et puis vous avez le numéro du chauffeur au cas où vous oublierez un colis dans ces véhicules-là. C'est un avantage que le taxi camerounais aurait pu attraper très rapidement, vous savez. Quand vous êtes à New York, à Washington, à Paris, si vous oubliez quelque chose, vous retrouvez rapidement. Vous avez le numéro du taxi, c'est une activité très bien organisée. C'est déjà... Les gestionnaires des taxis se sont eux-mêmes très très bien organisés. Donc, parce qu'ils voulaient que leur profession, d'ailleurs en France, ils avaient un statut particulier. C'est pour ça qu'ils ont pu faire pression pour qu'on régule mieux les initiatives comme celle du Uber et les autres initiatives qui permettent de commander le taxi à la va-vite. Donc, je crois que cet avantage, les taximens auraient pu. Le seul problème, c'est que ceux qui étaient propriétaires de taxis au Cameroun ne voyaient que les recettes journalières et ils ne voyaient pas l'investissement
investissements qu'il faut faire pour apporter de la valeur ajoutée au service de transport. C'est ça le problème. Yango, ceux qui exploitent Yango, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste observé comment ça marche et justement, on t'apporte un truc du genre, oui, tu peux retrouver. Ce qui empêche les taximans de mettre ça en place, rien du tout. Ils auraient pu mettre tout au moins cette organisation qui permet que les passagers soient rassurés. Donc, ça ne peut pas être une valeur ajoutée particulière, mais évidemment, ça fait la différence dans le cas du Cameroun. Voilà, merci Idriss Linge pour ces analyses-là. La question écho de cet après-midi, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de l'agence Ecofin et vous réagissiez depuis Cotonou au Bénin. Allez, il est midi passé de 40 minutes au Cameroun et vous écoutez Kalak FM. L'émission, c'est la mi-journée au Cameroun, justement. C'est votre quotidien entre information, opinion et divertissement, 12h, 14h de lundi à vendredi. Retournons à l'ami de la journée, c'est-à-dire notre invité Léonard Fanja, qui justement déroulait son parcours scolaire quand il est quitté donc de Banga pour revenir à Yaoundé, au collège Matamfen, va-t-on dire. C'était en quelle classe déjà? En première classe de première. J'ai d'abord, après Mbanga, c'était Douala. Collège Alfred Saker. Voilà, Alfred Saker, vous quittez de Douala pour Yaoundé. Je rate le probatoire, je viens à Yaoundé, je vais au ministère, au service de la section de l'examen, je veux savoir pourquoi j'ai raté le probatoire. Je le dis parce que c'est une chose qui m'a marqué. On pouvait faire ça? Oui, on le faisait à l'époque. Oh non, sois idiot, c'était mon frère. Ndamdja était ministre. Et puis, D'accord. À l'époque même, je crois que c'est Zengele René. Zengele était ministre à cette époque-là. Il fallait... Tu rates le pas, tu viens demander. Puis c'était pas les histoires qu'on vit aujourd'hui, là, où vous passez vous avez reçu un examen, vous prenez 10 années pour avoir le diplôme. Non, ça ne va pas, tu viens, tu dis, pourquoi est-ce que j'ai raté? On me sort mon relevé de notes. Alors, j'ai eu la peine... Je veux dire, il y a un fonctionnaire, quand j'arrive, il me perd le temps. Après, il dit, toi, tu déranges, tu ne peux même pas donner un café à quelqu'un. Je viens déranger. Ah là, je vous dis que c'est quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. Et ça a influencé ma rigueur, mon intégrité actuelle. D'accord. Ouais, parce qu'à partir de là, je me suis dit, comment un fonctionnaire qui travaille peut demander un café à un enfant qui va à l'école? Alors que lui, il est payé à la fin du mois. Et là, j'avais dit, moi, je ne ferai jamais ça. Et je ne l'ai jamais fait. D'accord. Ah oui, quand je dis que je dois être un ambassadeur de l'éducation des frères des écoles chrétiennes, c'est une autre responsabilité. C'est un challenge même à la fin. D'accord. Dans l'environnement actuel du Cameroun, c'est pas facile. Et il vous a sorti votre relevé de notes sans que vous ne lui donniez un quelconque café? Oui, à la fin, j'ai pu obtenir ça sans donner le moindre café. Je n'en arrivais d'ailleurs pas. Voilà. Je viens donc à Matamfen. C'est là où je suis reçu au probatoire. Je vais en terminale, G2. D'accord. G2, voilà. Terminale G2. Là, parallèlement, pendant que j'étais reçu à mon probatoire, j'étais reçu aussi à l'aptitude probatoire du diplôme d'études comptables supérieures. D'accord. Et l'année d'après, je suis reçu au probatoire du diplôme d'études comptables supérieures. Alors, là maintenant, en fin d'année, en terminale, nous sommes en 81. Alors, j'ai la chance que... Parce que, sachez, en Banga, quand j'étais à Banga, j'ai fait la formation de primité à 17 ans. À 17 ans. D'accord. Voilà. Quand un de mes oncles, de regretter mémoire, le feu docteur Ngoumou, qui a été directeur régional de l'OMS, expert de l'OMS et directeur régional, après sa retraite, il est venu au Cameroun. À l'époque, à l'EMIA, c'était sur étude des dossiers. Il a décidé de me mettre à l'EMIA. Je dis non, moi je ne vais pas. Parce qu'il avait été militaire. Parce qu'il avait été surpris au cours d'un débat de voir que je discutais avec un militaire en parlant des armes et tout. Ça l'avait ébloui, ça l'avait impressionné. Pas. Et puis votre âge, il était... Non, là, je n'avais plus 17 ans. D'accord. Là, j'avais déjà 20 ans. D'accord. Alors, 20, 21 ans.
Et je lui ai dit que non, j'ai fait la formation à 17 ans. Ah, il était impressionné. Il dit, alors je te mets à l'EMIA. J'ai dit, tonton, non. Moi, je voudrais faire mes carrières dans les milieux diplomatiques. D'accord. Vous voyez, à l'époque, nous rêvions. Hein. On rêvait. Et j'ai pu le faire. C'est parce qu'on avait le choix. C'était une époque où on avait le choix. C'était une époque où tu avais rêvé de faire quelque chose. On pouvait choisir ce qu'on veut faire et faciliter. J'ai refusé l'EMIA. Voilà comment ça se passe maintenant. Après l'obtention de ce diplôme, maintenant, l'année d'après, je présente le brevet professionnel comptable de 3e degré. Vous savez que pour le faire, soit tu passes par le brevet professionnel numéro 1, numéro 2, mais si tu as déjà un bac G2 ou un diplôme probatoire d'études comptables supérieures, tu n'as plus besoin de présenter le BP1, BP2. Je présente directement le BP3. D'accord. Nous sommes 3 à avoir reçu ça ici à Ouné. Et curieusement, nous sommes retrouvés tous 3 d'anciens du collège Saint-Jean de Mbanga. Seulement 3. Voilà, 3 sur 70 candidats. Il y avait 70 candidats à l'époque. D'accord. Il y a eu 3 seulement qui ont été reçus. Et curieusement, nous étions tous 3 anciens de la même classe, le collège Saint-Jean de Mbanga. Je salue en passant donc M. Fégan Roger, qui était un de l'autre, et M. Tangou Jean, qui a déjà pris sa retraite. Il a fait toute sa carrière à la CBC Bank. Voilà, nous étions les 3 cette année-là. Alors après, donc, pendant ce temps, Tangou Jean, lui, travaillait déjà à la Noubrou Saint-Ger. Ah, c'est pas l'entreprise qui... l'entreprise qui représentait la marque Saint-Ger des machines à coudre. Les machines à coudre. Voilà. Alors il me dit, toi, viens déjà m'assister pour qu'on travaille ensemble parce que tu auras besoin de faire... présenter les diplômes d'études comptables supérieures comme moi. Moi, je travaille, j'ai l'expérience. Bon, je lui ai dit, moi, je viens faire le stage. On va travailler ensemble. Bon, en fait, l'idée qu'il avait dans la tête, c'est qu'il avait présenté le test du FONADER. D'accord. Hein? Il attendait les résultats. C'est plus tard que je me rends compte qu'il ne veut pas que... S'il est déclaré reçu, qu'il parte en abandonnant l'entreprise. Justement, je comprends. Donc, il n'avait pas l'intention de rester là-bas. Voilà. Bon, maintenant, quand il a été reçu, il me dit, bon, toi, moi, je veux que tu me remplaces. J'ai dit, mon frère, moi, je ne suis pas préparé à travailler chez les Noirs. Hein. Moi, on était jeunes. Hein. Vraiment, le Cameroun, quand vous m'entendez parler souvent ici sur les antennes, je dis des choses. C'est parce que je revois un peu ce que c'était. À l'époque, tu pouvais te dire, non, moi, je ne travaille pas, je ne vais pas travailler chez les Noirs. Et je salue en passant M. Noubi Bruno, qui est malade maintenant. La holding Noubrou, là, ce sont ses enfants, Arkis, là, ce sont des enfants, quand ils étaient petits, quand j'étais là, ils allaient encore à l'école maternelle à la retraite, là. D'accord. C'est eux qui sont les grands patrons aujourd'hui, là-bas. Et je salue M. Noubrou, parce que dès que tu te recrutais, tu étais inscrit à la CNPS. Directement. C'est pour ça que j'ai toujours... trop de respect pour ce monsieur. Dernièrement, j'étais à Bandenkop, dans leur village, quand il fallait enterrer le beau-père du chef de l'État, monsieur Ernest Bouchan. Dans mes directs, je leur faisais part de la joie qui m'anime de me retrouver à Bandenkop, qui est le village de mon premier patron. Quand je m'engage à travailler, c'était lui mon premier patron. Et je salue ce monsieur en disant toujours que je le salue et je rappelle toujours que c'est un monsieur qui nous inscrivait directement à la CNPS dès qu'on commençait le travail. C'est pas les histoires que vous voyez aujourd'hui, hein, où ça se passe n'importe comment. Et quand Eto dit qu'une équipe qui se dit professionnelle doit virer les salaires et inscrire les gens à la CNPS, les gens lui en veulent. Ouais, mais c'est pas d'aujourd'hui. Il y a des gens à l'époque, hein, dans les années 80, qui le faisait déjà. Qui était rigoureux. Voilà. Alors, je travaille avec Noubrou. Pendant ce temps, parallèlement, je présente parce que le diplôme d'études comptables supérieures, à l'époque, c'était constitué de 2 diplômes. 3 certificats. Certificat comptable, certificat juridique et certificat économique. D'accord. Voilà. Moi, je présente d'abord certificat économique et juridique. Je dis, bon, comptable, c'est le gros du gros. En attendant, mais je suis reçu et en même temps, j'ai une opportunité. Voilà. Je salue monsieur Matinfen, le fondateur de Matinfen. Tu sais que c'est un monsieur qui connaissait bien mon papa, qui a su que les Américains avaient besoin d'un comptable. Il a causé mon père, il m'a dit de me demander d'aller déposer le dossier là-bas. Je suis allé déposer le dossier. Hein?
Après, il fallait faire un test pour travailler à Caire. Donc, quand je dis que je suis né dans le milieu diplomatique, j'ai grandi là. J'ai grandi, je le dis, parce qu'à 17 ans aussi, après mon formation militaire, j'ai fait un stage de vacances dans un projet des Nations Unies. Je l'ai fait en 17, 18, 19 ans. Donc, j'étais dans l'environnement de... Vous étiez partout, finalement. Oui. Et maintenant, donc, quand on fait le test, pendant que je travaille à Noubro, oui. Ouais, nous sommes 102 candidats pour travailler à Care International, francophones et anglophones. On fait le test, il faut une personne. Et c'est Care International où le Care fondateur de Matam Fen vous a recommandé. Oui, recommandé. Il m'a donné l'information qu'on a besoin de quelqu'un là-bas. D'accord. Je dois aller me battre. Okay. J'arrive, il y a 102 candidats, des francophones et anglophones, et on veut une personne. Alors, voici comment s'est passé le test. C'est plus tard que je me rends compte que c'est d'une page des procédures de Care qu'on avait prises en français. Tu es francophone, on te donne en français. Tu traduis en anglais. D'accord. Tu es anglophone, on te donne la page en anglais, tu dois traduire en français. D'accord. Après, première élimination, on retient 15 personnes. Voilà, je fais partie des 15. Dès qu'on termine, on évite maintenant un autre test. Vous venez, on vous donne les chèques. Saisissez le chèque, vous avez 5 minutes. Alors, pour moi qui suis passé par un CAP être comptable, c'était de la balade. D'accord. Voilà. En moins de minute, moi j'ai terminé. Les autres ont de la peine. Hein. C'est les machines mécaniques, machines à écrire mécaniques de l'époque. Les gens ont de la peine avec moi. C'était fini. Et les Américains remarquent, on retient. Nous sommes 5 qui sommes retenus. Il faut maintenant l'entretien. Entretien avec un jury constitué d'Américains. Après l'entretien, je suis retenu. D'accord. Voilà. Et j'ai donc travaillé, j'ai une belle carrière à Care. Care International. Super. M'a tout donné. Bravo. Ah ouais, bravo. Care, je veux dire que je suis un homme intègre, hein, je le dis à qui veut m'entendre et c'est vrai. Voilà. Quand quelqu'un parle de moi en mal, il faut savoir que c'est un malhonnête. Allez, il est, mon cher Fanjad, 13h00. On va accueillir Pamela Ngono pour le point sur l'actualité. Yellow, il est 13h. Ne perds plus ton temps dans les files d'attente. Avec Momo, paye les frais de scolarité sans problème. Tape étoile 126 dièse puis 2 et profite de ta journée sans stress. Momo, leader de la lutte anti-foirage. Bonjour à tous, vous écoutez Kalak FM, je suis Pamela Ngono. Le point sur l'actualité. Coup d'État en cours au Gabon, les militaires annoncent la fin du régime Ali Bongo. Un groupe d'une douzaine de militaires et de policiers gabonais a annoncé mercredi dans un communiqué l'annulation des élections, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime. Écoutez Stéphane Akwa, chercheur à la Fondation Paul Angoela sur le sujet. Ils disent transition, est-ce que c'est une transition pour de meilleures élections? D'ailleurs, dans les organes qu'ils ont dissous, il y a celui en charge des élections. Est-ce qu'ils disent transition pour s'installer durablement? Est-ce que la CEMAC-CEAC décidera de ne pas faire comme la CEDEAO? Toute autre actualité, à présent, l'ONG Mandela Center International a produit une note qui dresse l'état des lieux des droits humains au Cameroun. Fort est de constater que les cas de violence d'État, d'arrestation ou de détention arbitraire se démultiplient. Nous nous intéressons particulièrement au cas précis de la brigade d'Etoudi à Yaoundé et de Mandjou dans la région de l'Est du Cameroun. Avec Jean-Claude Fogno, expert en droit de l'homme et secrétaire exécutif permanent de l'ONG Mandela Center International qui fait le point ici sur la situation. On ne peut pas dans un pays, alors qu'on a un pouvoir judiciaire, le procureur et ses éléments, notamment les autres officiers de police judiciaire, qui est saisi d'un dossier. Le préfet, parce qu'il y a une loi de 90 qui lui donne les pleins pouvoirs, il arrête les citoyens et les place en garde à vue administrative pour peu de 15 jours. Le fait que les fidèles s'affrontent dans une église ne relève en rien du grand banditisme.
Une situation qui touche également le MRC qui exige d'ailleurs la libération immédiate de ses militants arrêtés dans la région du Sud. Un climat tendu donc entre le mouvement pour la renaissance du Cameroun et les autorités administratives et sécuritaires de la région du Sud. 4 jours de séquestration déjà pour les militants du parti politique camerounais MRC du Djaye Lobo et les négociations sont en cours selon Emmanuel Atiba, secrétaire à la communication du parti d'opposition. La demande de libération immédiate de Pierre Webassi, communal MRC du Djaye Lobo, fait également partie des nombreuses réclamations qui se succèdent dans le but justement de faire pression sur les autorités qui ont procédé à l'arrestation des militants du MRC samedi 26 août 2023. Toute autre information à présent, rentrée scolaire à 5 jours de la reprise, c'est la ruée vers les fournitures mais également les tenues scolaires. Deux possibilités s'offrent aux parents, acheter des tenues déjà confectionnées ou s'aligner chez un couturier. Je vous propose de les écouter. Je n'ai pas le temps d'aller chercher le tissu et aller chez les couturiers, déjà que même en ce moment je suppose qu'ils sont saturés, les couturiers. J'aime confectionner la tenue de mes enfants chez un couturier parce que c'est moins coûteux. Et généralement, les tenues de l'école, la matière n'est pas très bonne. Pour respecter un peu les normes de l'école, on achète une seule tenue à l'école et on fait coudre 2 ou 3 tenues. Cette période de rentrée scolaire voit également la flambée des prix des denrées alimentaires dans les marchés, aux grandes dames des parents qui voient leur porte-monnaie se vider, impuissants. Écoutez quelques-uns d'entre eux. On croyait que la vie allait baisser, mais bien au contraire, il y a des denrées plutôt les prix ont monté, les autres sont restés stables. En fait, nous-mêmes nous sommes dépassés, vu ce que nous recevons à la fin du mois, et cela est devenu compliqué. 25 kilos me demande 13 500. C'était les riz que nous on prenait à 9 000, 9 500, maximum 10 000. Il y a déjà 3 500 de l'enfant. Le prix du poisson est un peu élevé. Le maquereau, 10 kilos, c'est déjà 22 700. Les parents s'en sortent pas. Une rentrée scolaire qui coïncide également avec la rentrée syndicale. Les syndicats d'enseignants du Cameroun ont organisé une conférence de presse à Yaoundé. Il était question au cours de ces assises de décliner l'essentiel de leurs revendications et projets pour l'année qui arrive. Écoutez l'avis du secrétaire général du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, Roger Cafo, sur le mouvement OTS après qu'ils aient lancé un nouveau mot d'ordre de grève pour la rentrée. Il n'y a pas de bruit entre OTS et les syndicats parce que justement les syndicats ne savent pas où trouver OTS pour se brouiller avec eux. Nous pensons que les problèmes que OTS pose sont des problèmes d'enseignants. Ces problèmes sont pertinents. Nous posons nous-mêmes les mêmes problèmes. Cependant, selon Luc Nyomog, représentant syndical, l'initiative serait vouée à l'échec. J'ai la faiblesse de penser que ce mouvement ne pourra pas connaître le succès qu'il a connu avant. Nous connaissons pas très individualiste. Déjà, il faudrait savoir aujourd'hui que ce camp, ou alors tous ceux qui s'étaient mobilisés avant, au début de ce mouvement, ne seront plus prêts à se mobiliser pour soutenir les cas qui restent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore obtenu leurs attentes. Sport à présent sur nos antennes Lions indomptables du Cameroun, la liste des 24 joueurs qui vont affronter le Burundi au match comptant pour la 5e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023 a été rendue publique hier par le manager sélectionneur Rigobert Sangbanak. À retenir les retours du défenseur Harold Moukoudi et de l'attaquant Clinton Dié sorti de la sélection depuis la CAN au Cameroun et du gardien de but de Manchester United, André Onana, écarté de la sélection lors de la Coupe du Monde au Qatar. Écoutons Rigobert Song sur le cas André Onana. Il n'y a jamais eu de problème. Je l'ai dit lors de la dernière conférence ici que tout dépendait de lui-même et il savait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est dans la liste, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens. D'ailleurs, on félicite beaucoup et je pense la porte reste toujours ouverte comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir tous ces joueurs-là que de ne pas les avoir. Fin de ce bulletin d'information, je suis Pamela Ngueno. Merci de rester à l'écoute de Kalak FM. Merci Pamela Ngono. Kofi Goda présente une émission que réalise et met en onde Michel et Somba. C'est la mi-journée au Cameroun, c'est sur Kalak FM. Il est 13h passé de 7 minutes. L'ami de la journée, donc notre invité Léonard Fanja est toujours avec nous. Alors Léonard Fanja, après vous avez donc commencé à travailler à CAR Cameroun. C'était en quelle année ? 1985.
85. D'accord. Voilà. Alors, vous y avez fait combien d'années là-bas? J'ai fait 12 ans là-bas. C'était quoi votre travail là-bas exactement? J'étais le Mission Accountant de CARE International au Cameroun. Oui, ça veut dire quoi? Vous savez que j'étais le chef comptable de la mission au Cameroun. C'est-à-dire que CARE avait des délégations à l'extrême nord et à l'est. Alors, et le siège était ici, à Yaoundé. Donc, c'est moi qui étais en charge de faire la comptabilité de la mission chaque mois et j'avais le devoir d'envoyer le rapport synthétisé du financier mensuel au plus tard le 5 du mois à New York et le rapport complet au plus tard le 10 du mois à New York. Vous voyez, avec les Américains, il y a un timing et c'est sur la base de ça qu'on vous évalue si vous respectez ou pas. Donc vous voyez que j'ai d'abord été, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans le milieu diplomatique, mais mon premier emploi comme stagiaire de vacances, c'était dans le projet de recensement du Cameroun 1976. J'ai fait le stage avant le recensement. Et mon patron de l'époque, c'était un noir américain. On n'oublie pas le nom du premier patron, Joseph Wessner. À l'époque, il y avait trop de publicité du Marlboro. C'était un monsieur qui fumait le Marlboro. Et son collaborateur, c'était monsieur Isaac Calais. Je suis heureux parce que dernièrement, je me posais toujours la question, est-ce que monsieur Calais est encore en vie? Mais j'ai entendu dernièrement, il a annoncé le décès d'une sétante, la radio Douala. J'ai dit, je sais pas, j'aurai l'occasion de le revoir. Tout comme madame Alima Marie, qui était la secrétaire dans ce projet. Donc je n'oublie pas leur nom, donc j'ai été comme ça. Et à CARE, j'étais le mission accountant. Donc quand j'allais à Mokolo, la base était à Mokolo à l'extrême nord. Vous vous rappelez, puisque vous dites, vous avez fait un stage pour le recensement de la population en 1967. Avant et après le recensement. Voilà, parce que j'ai dit que j'ai fait le stage aux Nations Unies, au projet des Nations Unies à 17 ans, 18 ans, 19 ans. On était à combien de population, combien d'habitants à cette époque, vous vous rappelez? Je ne me rappelle plus exactement. Mais on devait être à moins de 10 millions. La première fois que je faisais le stage, j'étais aide archiviste, parce qu'on préparait le recensement. Il y avait les cartographes qui traitaient les cartes, et puis c'est moi qui étais chargé de classer dans les trucs. Quand on a besoin d'une carte, c'est moi qui allais chercher pour remettre au cartographe, tout ça avant le recensement, parce qu'il fallait faire la cartographie du territoire national. Alors, l'année d'après, c'était la réexploitation du recensement. D'accord. Alors, après CARE Cameroun, les 12 ans que vous y avez passé après, ça, vous orientez vers quoi? Après ça, je suis allé chez École de Parisien. Voilà. Je vais vous dire, je suis allé parce que quand j'ai perdu mon emploi, j'ai un de mes beaux-frères que je respecte beaucoup, qui travaille avec lui, qui était venu me voir que, te connaissant, j'aimerais que tu viennes travailler chez Claude, le Parisien. Je dis, mon frère, moi je sors d'une organisation comme CARE, tu veux que j'aille travailler chez un nègre? Il dit, non, c'est pas la peine, vraiment, viens. Bon, il a dit, que même Claude, attends, je lui ai parlé de toi. Je dis, bon. J'accepte parce que j'ai 2 cousins qui avaient travaillé là-bas, qui avaient eu des problèmes sérieux. On avait dit que le climat là-bas était tellement bizarre. Et j'ai dit, donc je vais y aller voir si moi aussi je vais essuyer ce genre de coups. Vous voyez un peu, c'était un peu par curiosité. J'y suis allé parce que le salaire que j'avais là-bas n'avait même pas ce qu'on opérait comme retenue salariale sur mon salaire à CARE. Mais comme là-bas, j'avais le temps. Claude m'avait donné le temps, je choisissais mes horaires. Parce que chez Claude le Parisien, j'étais le directeur adjoint du contrôle des opérations financières. D'accord, super. C'est moi qui étais le vrai. Parce que mon chef était là. Là, c'était un poste sensible. C'est moi qui faisais le contrôle. C'est pour ça que si j'embêtais, j'avais que je suis arrivé, je suis à la rigueur dans un truc. C'était pas facile. Il faut avoir les couilles. Quand on va soutenir Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est parce qu'il me rappelle mon époque là. Parce qu'à un moment, chez Claude, j'ai dérangé tellement dans mes contrôles. Parce que j'avais mes horaires. Je n'avais pas des horaires classiques. Je me lève un jour, comme à 3h du matin, je me suis en train de faire la ronde des salles pour faire les contrôles. Vous savez qu'on ne ferme pas les salles de jeu.
Et puis, j'ai fait comme ça. À un moment, quand certains blancs à la DG, ils ont vu que je dérangeais, ils ont proposé à Jean-Claude de m'envoyer au casino, au Royal Flush au Mont-Fébé. Bon, Claude aussi étant très intelligent, a dit que je vais là-bas tout en demeurant à Fortuna. Voilà. J'arrive là au Royal Flush. Les gars ont des arrêts de salaire. Hein? Près de 6 mois. Alors qu'il n'y a pas l'argent qui manque. J'arrive là-bas, donc je dis, moi, je travaille avec les Américains. Mon challenge, c'est de rattraper les arriérés. J'ai donc commencé la rigueur. Pas la rigueur dont parle le président Paul Biya. Parce que Paul Biya parlait de rigueur, moralisation. Il m'avait envoûté avec ça. Parce que moi, je soutenais tellement Biya. J'ai écrit même à Afrique-Asie à l'époque pour soutenir le président Biya. Parce que rigueur et moralisation, c'est ça que moi j'appliquais là-bas. Et donc, j'ai rattrapé les arriérés de salaire. C'était pas facile. Il fallait, parce que les gars disaient qu'on va me tuer. Et je leur disais que si vous trouvez que je suis un poulet, que vous allez me tuer, moi, on va voir. Vous savez qu'au casino, la mafia, c'est pas avec n'importe qui. Et il y a des colonels, il y a les avocats. Parce qu'il y a des grosses sommes d'argent en jeu. Il y avait de grosses sommes d'argent. Vous savez que j'ai déclenché les hostilités quand je suis arrivé. La caisse de pourboire, il y a ce qu'on appelle là-bas la caisse de pourboire. C'est-à-dire quand quelqu'un gagne 1 million, il peut vous donner 50 000 pour votre poisson, vous gardez vos gars. À la fin du mois, on partage. J'arrive quand les employés ne savent même pas quand on partage, que ça passe comment. Première décision, je dis, donnez-moi la caisse là, c'est moi-même qui vais tenir ça. C'est là où je déclenche les hostilités d'abord. Alors, je partage à la fin du mois aux gens, je ne prends même pas 5 francs. Je leur dis, moi, je ne suis pas de Fortuna, je ne suis pas de Royal Flush, moi, je suis de Fortuna. D'accord. Je vous laisse votre argent. C'est pour ça que je vous dis, partout, si vous parlez, quelqu'un qui parle de moi en mal, sachez que c'est un voleur. Et ça, je sais. En tout cas, jusqu'à maintenant, je vous connais, il y a pas mal, un bon paquet d'années. Voilà, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui le fait. Voilà. Donc, ça fait que je fais ça. Et l'avantage avec Claude le Parisien, c'est que j'avais mon temps pour faire d'autres affaires. D'accord. J'avais créé une entreprise microfinance. Mais pas que j'ai créé. J'ai essayé de récupérer une établissement microfinance. Quelqu'un avait créé 4 ans plus tôt. Il a tourné jusqu'à avoir 4 milliards. Il a bousillé l'argent. Ah, d'accord. Bon, moi, j'ai dit, me connaissant, je pourrais faire l'affaire. Il avait des preuves. On imagine les problèmes qu'il avait avec les gens, ils mangent, ils ne savent même pas que c'est... Ils gèrent comme on gère actuellement les choses au Cameroun. On bouffe là, on ne sait même pas si on aura l'argent, qu'il faudra l'argent. On oublie même qu'il faudra de l'argent. Et quand vous avez récupéré l'affaire, est-ce que vous avez gardé le même nom? Sinon, ça s'appelait comment? Oui, j'ai gardé le même nom. Le monsieur était le même, était le directeur général. Moi, j'étais le directeur d'agence à Yaoundé. C'était quoi cette microfinance? La Muped. Ah, d'accord. Et Yaoundé, le siège qui avait l'argent. Sinon, on a essayé de remettre l'argent pour relancer. Et ça n'a pas été facile. C'est à cette occasion que j'ai connu Blaise Pascal Talla. D'accord. Ah oui, parce que Blaise Pascal Talla, je vais vous dire la petite histoire, c'est que le bureau à Bafoussam était dans son immeuble. Il y avait des arriérés de loyer. Ça n'opérait plus, c'était même fermé. Nous avons mis de l'argent ici pour que le tribunal nous sorte, on appelait encore ça quoi là, une décision qui nous protège face aux débiteurs, aux créanciers. Alors, maintenant, Blaise Pascal Talla vient prendre, comme le DG avait peur de lui, il envoie de venir prendre l'argent du loyer ici. Les gars m'appellent, je viens, je vois Blaise Pascal Talla, je lui dis, je suis désolé, je ne peux pas vous payer. Il me regarde, il s'assoit, il croise les jambes, il est étonné. Le grand Blaise Pascal Talla, qu'un monsieur comme ça vient lui. Il dit, mais le directeur général me dit de venir prendre. Je dis, je suis désolé. C'est nous qui avons mis de l'argent. C'est pour ça, plusieurs années après, quand je croise Blaise Pascal Talla au palais de l'Unité, un 20 mai, moi je le regarde, je ne le salue pas. C'est lui qui vient me saluer. Il se rappelle de l'anecdote. Je dis que je vous ai vu, mais je ne me suis pas permis de vous saluer. Je dis que vous ne pourrez plus me reconnaître. Il dit, comment ne pas te reconnaître? Ah, parce que l'anecdote qu'il a vécue avec vous, c'était, ça lui est resté gravé dans la cerveau. Donc là, il n'avait pas oublié, il m'avait remarqué. J'ai lui dit, comment oublier? Voilà, la petite pour dire que
lui-même savait que, parce que c'est comme avec ça, hein, au casino, pour rattraper les arriérés de salaire, il faut avoir des couilles. Il fallait fonctionner comme ça. C'est pour ça que je dis que tout mon soutien à Samuel Eto'o, c'est parce que je pense à ça, et on doit être rigoureux. Sauf qu'avec Eto'o, je vois il y a trop de procès. Si moi, à sa place, si j'étais même proche de lui, je crois pas qu'on aurait tant de procès. Parce que quand tu es dans le combat, il faut fonctionner comme un chat. Hein. Faut éviter de prêter le flanc aux autres, faut éviter de faire des erreurs en prêtant le flanc, engager des procédures à contre-temps si tu prêtes le flanc aux adversaires. D'accord. Bon, en tout cas, on espère qu'il nous écoute ou que son entourage nous écoute et écoute je connais même son avocat, Maître Lamé. C'est que lui, on ne s'est pas vu depuis, parce que quand je vais voir Maître Lamé, je vais lui poser la question de savoir comment est-ce possible qu'on en arrive là. Allez, restez avec nous, hein, on va poursuivre l'émission. On est en période... pré-rentrée scolaire, justement, et il n'y a pas que, on va dire, les fournitures scolaires, j'y arrive, justement, qui cassent la tête aux parents, mais bon, les enfants, ils doivent aussi manger entre-temps, mais quoi qu'il en soit, il faut manger. Et puis, la flambée des prix des denrées alimentaires se fait remarquer, tel que indique ce reportage d'Alexandrine Eto'o. Le Camerounais moyen associé à la rentrée scolaire aura sûrement des difficultés. Comme une prédiction, Marie-Ange, sexagénaire à la retraite, vient de terminer ses emplettes au marché du Fouli. Même si ses poches n'en ont pas pris un coup, les prix de certaines denrées ont effectivement augmenté. C'est la tomate qui était à 4 000, aujourd'hui c'est 7 000. Dans ce domaine-là, ça augmente. Il y a des produits, ça dépend des denrées. On croyait que la vie allait baisser, mais bien au contraire. Il y a des denrées que les prix ont monté, les autres sont restés stables. Martin est venu toucher du doigt les réalités de ce marché. Il contient mal sa déception. Comparé à il y a quelques mois, il doit débourser 50 000 francs de plus pour la ration mensuelle. Pour le moment, c'est le riz qui l'intéresse. En fait, nous-mêmes, nous sommes dépassés. Du ce que nous recevons à la fin du mois, et cela est devenu compliqué. 25 kilos me demande 13 500. C'était les riz que nous on prenait à 9 000, 9 500, maximum 10 000. Il y a déjà 3 500. 3 000 francs, c'est vraiment fort. Bon, je peux maximiser mes dépenses à la fin du mois, peut-être à 70 000 francs la ration. Avant, mais maintenant, je suis à plus de 120 000. Pour Nadine, c'est le prix du poisson qui lui pose problème. Le budget habituel de la mère de famille ne suffit plus. Le prix du poisson est un peu élevé. Le maquereau, 10 kilos, c'est déjà 22 700. Que par an, s'en sort pas. D'habitude, je réservais 150 000. Mais aujourd'hui, avec les 150 000, je n'ai pas pu boucler ma liste. Les prix des denrées considérées comme de première nécessité augmentent chaque semaine dans les marchés. Le SMIC au Cameroun est de 41 875 francs CFA. Merci Alexandrine Eto'o pour ce reportage. Merci d'être sur la radio. C'est Kalak FM, la 94.5. La mi-journée au Cameroun. La suite. Je le disais donc à l'entame, oui, les militaires gabonais sont levés très tôt ce matin et l'avenir leur appartient. De toute façon, là-bas, l'avenir de tout le monde appartient donc à ces militaires-là. Oui, c'est en fait sujet de cette actualité que Stéphane Akwa colle son regard. Il est au micro de Richard Béonanena. Le regard de Stéphane Akwa sur l'actualité. Nous en parlions depuis le début de la semaine. Était-ce une prémonition, Stéphane? Il y a un coup d'État qui est en cours au Gabon. Les militaires et la police, une douzaine de personnes en tout cas. L'image circule d'ailleurs derrière vous à l'écran de télévision. Gabon 24 que nous avons mis ce matin, qui annonce donc la dissolution des institutions, l'annulation des élections. Finalement, ce vent arrive en Afrique centrale, j'ai envie de dire.
Oui, bruit de bottes en Afrique centrale. On a beaucoup commenté ce qui se passait un peu plus loin en Afrique de l'Ouest. On a parlé bien sûr du Niger tout récemment, on a parlé du Mali, du Burkina, de la Guinée. Et finalement, on parle de chez nous, de nos cousins gabonais qui sont également pris dans, alors je dirais la tourmente, en tout cas, qui eux aussi découvrent ou redécouvrent ce que c'est que d'allumer son téléviseur et de voir des hommes en treillis annoncer la fin des institutions en place et promettre de nettoyer une république que l'on estime moins exemplaire, qu'ils eux estiment moins exemplaire qu'elle ne devrait l'être, en tout cas avec, paraît-il, pour explication, la crainte d'un chaos à venir. Je trouve que cet argumentaire est intéressant à étudier parce que notamment ce qui circule comme étant la déclaration des putschistes commence par notre Gabon, longtemps havre de paix. La formule havre de paix fait beaucoup d'écho, ou en tout cas pour moi devrait faire écho dans nos consciences, dans nos réflexions, puisque le Gabon havre de paix finalement n'a pas échappé après cet épisode et cette élection présidentielle compliqué dans la forme, dans la manière, dans le principe. Et aujourd'hui, à Libreville, on a entendu des coups de feu cette nuit. Et maintenant, on va devoir, là encore, comprendre et justifier ou critiquer l'installation d'une transition, d'un gouvernement de transition, de restauration, piloté par des officiers, des soldats, des hommes en tenue. Est-ce que, Stéphane, on peut dire ce matin que cela a été prévisible? Non, je veux bien être honnête, on avait pensé à beaucoup de choses. Beaucoup de scénarios. Et énormément de possibilités, mais on sait justement que le Gabon est un pays relativement calme. Les Gabonais n'ont pas la réputation d'être belliqueux. Il est vrai que pour les observateurs qui avaient été là lors des dernières élections et qui ont assisté à ce qui s'est passé justement après l'annonce des résultats, une annonce compliquée, là encore je mets des guillemets à compliqué, d'autres diront qu'il n'était pas très net, et malheureusement oui, on pouvait croire que cette fois-là serait la dernière, mais finalement les militaires ont anticipé l'annonce des résultats, ils n'ont pas attendu que les chiffres proclamés soient discutés au point de dégénérer en violence. Ils ont fait intervenir la violence avant la fin des opérations. Une chose est de voter, une autre chose est de dépouiller les bulletins. Et aujourd'hui, le Gabon, lui aussi, entre dans un cycle à la fois d'incertitude et puis aussi, bien évidemment, pour nous autres qui ne sommes pas gabonais, de réflexion sur notre propre devenir, sur notre propre futur. Je crois que c'est important. En quoi est-ce que ce qui se passe au Gabon, Stéphane, est un peu différent de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? On n'entend pas beaucoup parler de sentiments anti-français au Gabon. Est-ce beaucoup plus, cette affaire autour de le Gabon n'est pas une monarchie? Oui, je crois qu'il y a un peu de cela. D'abord, les images ont abondamment circulé. Ali Bongo est diminué. L'accident vasculaire qui l'a frappé a laissé d'indéniables traces qu'il ne peut cacher. Et on peut effectivement, et je crois qu'on l'avait dit ici, s'étonner qu'il ait malgré tout pensé pouvoir à nouveau briguer un mandat, être encore président de ce pays. Et donc, évidemment, cela a pu commencer à donner des idées à certains ou inquiéter beaucoup d'autres. La réponse que les militaires apportent, c'est qu'effectivement, il n'était plus acceptable qu'un pays soit moins bien gouverné par la faute, je mets des guillemets à faute, d'un homme qui suit son caprice et non pas l'intérêt général, le bien commun. Il y a la question dynastique, oui, déjà, à l'arrivée d'Ali au pouvoir, beaucoup s'étaient insurgés contre cette procédure, pensaient qu'il était
temps de procéder à une rupture. Il y a ensuite des géopolitiques internes et particulières au Gabon, comme d'ailleurs dans tous les pays. Le Nord n'est pas sociologiquement composé de la même manière que la bande côtière. Il y a des clivages économiques et il y a une réalité, c'est que la manne pétrolière finalement ne fait pas du Gabon un meilleur pays que les autres, malgré la petite population et l'abondance des ressources. Il y a des défauts dans la redistribution de la richesse. Et on dit que les 2/3 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Exactement, et avec une importante colonie étrangères qui travaillent, qui s'activent, pendant que beaucoup de Gabonais disent ne pas avoir de quoi survivre. Cela peut créer le sentiment que finalement le pétrole ne sert pas à grand chose et qu'il faudrait réorienter les processus et notamment les axes de développement, ce que déjà le président Bongo Ali avait estimé avec son Gabon émergent. Vous savez que c'est un slogan qui devait marcher un peu partout en Afrique et qui finalement ne marche pas. Et dans l'idée de Gabon émergent, il y avait le Gabon vert, donc s'appuyer aussi sur la ressource forestière. Intention, proposition, projection, mais peu de réalisation. Là encore, effectivement, quand du discours aux actes, on constate un gap, on peut ne plus s'étonner qu'ensuite, quelques-uns nous disent qu'il y a un sérieux souci de gouvernance. Alors, en 2016, déjà, il y avait eu des remous au Gabon qui avaient été matés par l'armée. Une armée, vous le disiez en début, qui n'a pas attendu qu'on en arrive là, une fois de plus. Est-ce que finalement, on va assister, Stéphane, en Afrique, à l'émergence de ce qu'on appelle les États militaires? Oui, ou le retour à ce l'on a connu dans les années 70, après les premières années post-indépendance, quand certains régimes ont dérivé et quand certains présidents finalement se sont installés dans la certitude qu'ils devaient rester à ce poste. On a connu un peu partout des putschs, des renversements des pouvoirs civils par des militaires et l'installation de militaires qui, pour certains, ont duré cette fonction très longtemps, d'ailleurs réussissant par la suite à enlever leur treillis, à adopter le costume cravate et à revenir devant les électeurs dans les processus démocratiques des années 90. On peut citer par exemple un cas emblématique, le Bénin de Kérékou, notamment. On a juste à côté du Gabon, d'ailleurs c'est la belle famille de la famille Gongo avec Sassou Nguesso, Denis également. Donc on a eu comme ça des reconversions de militaires. On a eu d'autres situations où les putschs ont succédé aux putschs, mais certains pays, le Nigeria, là encore un de nos voisins, finalement a réussi à sortir de cette spirale et à devenir presque un exemple, en tout cas se vante aujourd'hui d'être un modèle de démocratie. Est-ce que nous réussirons à bien vivre ces épisodes militaires forcés et pour en sortir plus grand, pour en sortir meilleur et pour en sortir surtout à l'avantage des populations qui, elles, découvrent finalement des jeux de pouvoir qui prennent prétexte de leur situation, mais qui parfois ne résolvent aucune problématique, aucune question que le citoyen ordinaire doit vivre et parfois subir. En l'état actuel de la situation au pays d'Omar Bongo, quels seraient selon vous, Stéphane, ce matin, les différents scénarios envisageables? D'abord, il faut bien sûr avoir plus de détails sur les intentions des militaires. Ils disent transition. Est-ce que c'est une transition pour de meilleures élections? D'ailleurs, dans les organes qu'ils ont dissous, il y a celui en charge des élections. Est-ce qu'ils disent transition pour s'installer durablement? Est-ce que la CEMAC-CEAC décidera de ne pas faire comme la CEDEAO et enverra des missionnaires pour discuter avec les militaires, ou organisera une force pour remplacer les militaires et remettre le pouvoir civil à la place qu'il occupait préalablement? Il y a beaucoup pour l'instant de questions, beaucoup plus de questions que d'hypothèses fermes, et je crois que ceux qui dessinent des futurs
comme ça aujourd'hui ce matin sont à mon sens plutôt présomptueux. La preuve dans notre incapacité à saisir la situation, il y a eu cette incapacité à la prévoir, à penser dans tout ce que l'on savait sur justement la fermeture du Gabon pendant la période électorale, etc., à se dire que cela pourrait dégénérer en coup d'État, en tout cas dériver en coup d'État et être cette situation confuse que l'on commente ce matin. Allez, le chiffre du jour, Stéphane. 59. Ok. Février 1964, Léon Mba, premier président gabonais, avait été renversé par un coup d'État qui n'a pas duré très longtemps à cause ou grâce à l'intervention de soldats français qui avaient rétabli ce président-là. Il est revenu président, mais en 67, il a quitté le pouvoir et il est mort et a commencé la dynastie ou le règne de la dynastie Bongo. Merci Stéphane Akwa pour son regard. Merci justement Richard Beonanena qui a entretenu Stéphane Akwa dans son regard. La mi-journée au Cameroun, bien entendu, c'est sur Kalak FM, du lundi à vendredi entre midi et 14h. Opinion, information et divertissement. Vous nous écoutez à travers la 94.5 à Yaoundé dans la région du centre et puis dans le reste du Cameroun et dans le reste du monde à travers l'application Kalak FM et notamment à travers en streaming le site d'information sanagamedia.net. L'ami de la journée, on y retourne avant de poursuivre avec le reste de votre parcours, Léonard Fanja. Oui, voilà un mot sur l'actualité sur laquelle Stéphane Akwa collé son regard, à savoir ce qui se passe chez nos voisins gabonais qui en ont eu marre, les militaires, justement de voir quelqu'un qui, Stéphane Akwa l'a dit, qui gouverne avec ses propres caprices que véritablement ce qui devrait être. C'est quoi votre avis sur cette question? Surtout que on est dans une vague, oui, mais cette vague-là était plutôt en Afrique de l'Ouest et maintenant on est en Afrique centrale finalement. Bon, j'attends beaucoup plus d'avoir la réaction de la France par rapport à ce putsch, parce que vous savez que la France a une attitude de 2 poids 2 mesures très souvent. Parce que pour la petite histoire, pour trahir un secret, il faut savoir quand quelqu'un fait un coup d'État, les premières des choses depuis le Quai d'Orsay, savoir est-ce qu'il est avec nous, est-ce qu'il n'est pas avec nous. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire être avec nous, ne pas être avec nous? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on contrôle qui est dans une de nos cercles que nous contrôlons ou pas? Alors s'il n'y est pas, on devient un peu plus attentif, préoccupé. S'il n'est pas la partie à possède, on va essayer de chercher à voir. Est-ce qu'il est courageux? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vraiment nous damer le pion ou pas? Voilà. Bon. Et dans ce cas, on commence par les menaces. On n'en plus finir comme avec Moussa Dadis Camara. Vous voyez, non? Je vais vous dire, mon journal s'appelle Les Visages d'Afrique parce que à l'époque, je passais à Afrique Média. Je suis un des grands panélistes. C'est moi qui ai même promu un peu Afrique Média, le débat panafricain, parce que j'étais l'invité régulier de Patrick Keya. Nous étions les courageux qui allions à Afrique Média. Alors, je soutenais tellement Moussa Dadis Camara parce que chaque soir, je ne dormais pas avant 1h du matin. Il fallait suivre la télévision guinéenne. Et chaque fois qu'il y avait l'appel sur l'actualité, sur la Guinée, j'étais partant. Et c'est là où je découvre que pour y participer à l'émission, il faut d'abord donner son avis. Et après ça, on décide d'appeler ou pas. Alors, on ne m'avait jamais appelé. J'avais compris pourquoi. Donc, pour ce qui est du Gabon, moi, je ne vais pas vite en besoin. Je voulais d'abord savoir qui est le leader. J'ai vu la photo du leader, je sais pas. Et j'ai l'impression que c'est un proche de Bongo. Mais maintenant, il faut savoir, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui est déterminé? Est-ce que c'est quelqu'un qui joue un jeu? Parce que on est en politique, tout est possible. C'est après avoir récolté toutes ces informations que je me prononcerai véritablement, que j'adopterai une attitude qui me caractérise
face aux putschistes gabonais. Voilà, d'accord. Mais bon, revenons à votre parcours et ça, puisque oui, vous avez évoqué une fois de plus votre journal, j'ai envie de demander, dans ce parcours. Je n'étais pas encore dans le journal. Oui, parce que là, finalement, dans tout ce que vous avez dit, il n'y avait rien qui vous prédisposait à la presse. À la presse. Ben, je crois que tu es même un de ceux qui ont le secret de mon parcours. Oui, effectivement. De ceux, parce que moi, j'ai pas encore dit que j'étais propriétaire de cabaret, moi aussi. Voilà. Sauf que c'est que quand je moi-même un peu surpris par votre parcours, par où vous êtes passé, et comme je vous connais depuis le début justement de votre en termes de journalisme, oui, parce que ça a commencé par être, je sais exactement comment les visages du Cameroun se sont mis en place, je sais exactement. Voilà, mais j'avais pas à part ça, à partir de là, ce qui est derrière et que vous avez si bien égrené, je n'étais pas au courant, du coup je suis un peu surpris moi-même. Vous savez que Lucien Mamba avait déjà apprécié mon talent. Lui m'avait déjà dit que j'ai un certain talent dans la communication. Voilà. Donc, parce que quand je venais avec les artistes à la radio les samedis, il n'y avait que 2 radios. Radio Téménicentou et Radio Vénus. Et Radio Vénus étant une radio de notre village, que dis-je, notre quartier à Mokolo, oui, bien sûr. Oui. On ne pouvait aller que de ce côté. Donc, comme propriétaire de cabaret, j'ai amené les artistes à la radio les samedis, j'ai les présentés, et puis j'ai eu de très bons rapports avec les artistes. Ils ont toujours vu en moi un très bon patron. Parce que je respectais leurs droits. Je n'abusais pas. Quand c'était fort, moi, j'acceptais de perdre même pour eux. C'est pour ça, vous voyez, quand vous verrez Diongolfé, Manga Luki, tous ces artistes, les vieux artistes, les zombies de la capitale, tous ces gens, quand ils sont avec moi, ils sont très à l'aise, ils ont beaucoup de considération pour moi. C'est parce que j'ai été quand même leur patron. Alors, comment est-ce que je suis arrivé à la radio? C'est parce que j'interviens à la radio comme ça, avec les artistes. C'est Lucien Manga. Le samedi, très souvent, le samedi, il n'y a pas de journalistes. Lucien m'a dit que faut aussi être au plateau. Donc, tu vois, je dis, mais est-ce que moi, je suis journaliste? Il dit, non, ça va, toi. Voilà. Et tout ça, ça se passe devant Tons Mouna. Bien sûr. Voilà. Tons Mouna, à l'époque, était encore technicien de radio. Et dès que avant même la mort de Lucien Mamba, je crois que Tons Mouna a relancé l'émission Débat, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la première grande émission de débat à Yaoundé, c'était Point Chaud, présentée par Lucien Mamba lui-même. Les samedis, c'était la première émission de débat en radio. Débat, et un débat de très haut vol, très haut vol. Alors, quand à un moment, Lucien Mamba ne présentait plus l'émission, et puis Tons Mouna m'a proposé qu'on relance l'émission, maintenant sous le nom de Vénus Miroir. Voilà. Alors, je n'étais pas encore dans la presse, mais comme j'étais un habitué de la radio, comme on dit chez nous, je suis un Mekat Nunga. Chez les Banunga, on dit que c'est les gens qui disent toujours oui, ils ne savent pas dire non. En tout cas, tant que c'est bon. Tant que c'est bon, bien sûr. Ah oui, tu as très bien fait de le dire. Tant que c'est bon, je l'accepte. Mais quand c'est pas bon, je n'accepte pas. Alors, Tons Mouna me le propose. Me voici donc à Vénus Miroir. On commence les débats. Pendant qu'on fait des débats, il y a aussi Pierre-Marie Diongo de Sky One, qui avait la radio, l'émission, la première radio sur le net, c'est Sky One. Il faut le rappeler aux auditeurs. Alors les samedis, on était au débat à Vénus. Les dimanches, on était à Sky Forum le dimanche. C'était l'occasion pour moi de faire la connaissance de tous ces noms, des grands noms des débats de microcosme journalistique et politique. Dans des vieux noms comme Biloa ici, François Bikoréaté, Bayene, Messanga, Yamdim, Joseph Marie Londo, Basson, François de Benga et consorts. Oui, à l'époque, les Amougou Belinga venaient. Oui, Amougou Belinga. Oui, puisque le débat panafricain dont je parle, Afrique Média. Georges Gilbert Baola. Georges Gilbert Baola, parce que. Et pourquoi? Parce que quand les Jean-Pierre Amougou Belinga avec les Bilois ici, les Français Bicon, qui allaient voir Obiangema Bazoko. Il leur a donné de l'argent pour défendre les intérêts des chefs d'État. Ils sont venus, ils ont opté pour choisir cet espace où je passais. Et comme je ne cours pas après les gens, la politesse aurait voulu qu'il m'invitât. Qu'il m'invite
à faire partie de l'équipe. Ils l'ont pas fait, je suis resté dans mon coin. Alors, donc, mais pour revenir dans Sky, on était là, voilà comment on entre dans la presse. Après, Georges Gilbert là où sa radio lui mentit, mais vite je vais avec lui. Après, je dis, écoutez, moi je dois créer mon journal. J'ai créé donc Les Visages du Cameroun dont tu viens de parler, en presse écrite. Je découvre que c'est trop de compromission. Et je me dis, mais moi j'ai quand même travaillé avec les Américains. Nous sommes quand même parmi les premières personnes à travailler sur l'ordinateur dans ce pays. Alors j'ai donc décidé de m'auto-former pour la construction du site web. Et j'ai créé mon journal Les Visages d'Afrique. C'est d'abord Les Visages du Cameroun. Effectivement. Et puis maintenant Les Visages d'Afrique. Et voilà, je veux dire que si j'ai pris Les Visages d'Afrique, c'est parce qu'avec les appels sur l'actualité, les réfugiés découvraient ce qui se faisait. Donc on dit, voilà la mafia de la France. C'est pour ça que je dis Les Visages d'Afrique ou la version décolonisée de l'information. Voilà, c'est ça. Super. Donc, pour dire que, je veux dire que c'est comme ça que je suis entré dans la presse. Et pour là où nous parlons, ma presse en ligne, Les Visages d'Afrique .online est suspendue parce que dans bientôt, c'est une nouvelle application que je mets en ligne. Dans les quelques semaines, dans moins de 2 semaines, ce sera une nouvelle application, la FLN. La Fanja Live News. Vous savez que ces derniers temps, je vais beaucoup plus dans le direct. Et c'est avec ça que je vais faire cette application. D'accord. Pour m'affranchir des dictats de Facebook et consorts. Parce qu'ils aiment trop faire le chantage. Si tu parles de ce qui les arrange pas, ils te suspendent. Et moi, je voulais plus. Donc, Les Visages d'Afrique, on va dire que... non, le journal Les Visages d'Afrique sera là. Son site et sera même intégré dans l'application. D'accord. D'accord. Super. Ouais, on va dire que c'est un projet forcément qui... non, c'est appliquant. Je me laisse à faire les derniers tests et puis je mets en ligne. D'accord. Alors, en termes de parcours en tant que journaliste, comment est-ce que vous lisez le microcosme journalistique au Cameroun ? Après toutes ces années, que vous êtes donc dans ces couloirs-là. Oui, vous savez que moi, j'ai été membre de la Commission nationale d'aide publique à la presse privée. Donc, ça veut dire que je représentais la presse en ligne dans la commission. Vous savez que d'ailleurs, c'est pas toi, c'est peut-être aux auditeurs que je dois le dire qui ne me connaissent pas, je ne fais pas dans la langue de bois. Quand je travaille, quand je vous dis que j'ai réussi à rattraper Simon Daréré salaire quelque part, c'est parce que je suis honnête, intègre. Je pense même d'abord, je ne pense pas qu'à moi, je pense même d'abord aux autres. Comment doivent-ils vivre ? Il faut qu'ils vivent bien. C'est pour ça que je vous dis que les artistes, quand ils sont avec moi, ils sont très heureux, ils sont constants. Je savais que j'ai un comportement qui n'arrangeait pas certaines personnes, mais je salue en passant le ministre Issa Thirouma Bakary, c'est un grand ministre. Parce que parfois, quand j'avais des réactions, il prenait en considération que je dis non, même si je suis de la presse en ligne, je peux intervenir quand il s'agit d'un cas de la presse écrite, tout ça que je bien entendu. Bon, ça n'arrange pas certaines personnes, ça n'arrange pas certaines personnes. Dès qu'Issa Thirouma est parti, on a forcé un peu d'une manière pour que je parte. Je dis écoutez, moi je suis un homme de combat, non ? Je suis un homme de combat. Il faut savoir que pour la petite histoire, moi, quand je vous dis que je travaille à Care International, ma femme travaillait au Haut Commissariat national pour les réfugiés. Ma femme, elle a été la secrétaire déléguée du Haut Commissariat national pour les réfugiés au Cameroun. Et comment est-ce qu'elle perd l'emploi ? C'est que la patronne qui vient du Rwanda. Elle travaille au Haut Commissariat de son réfugié, elle est déléguée. Son mari qui travaillait à Care au Rwanda vient. Et vous savez, à l'époque, même les Blancs étaient jaloux. Un jeune couple comme ça, qui avec l'une des Nations du tout, c'était un avenir prometteur. Ça faisait des jaloux. Si je n'avais pas perdu mon emploi à Care, j'aurais actuellement déjà fait le tour du monde. Je serais actuellement soit à Ottawa au Canada, soit à Atlanta aux États-Unis, soit à Manille aux Philippines. Bon, je ne le dis pas pour le regretter, je crois en Dieu. Et je remets tout, je rends grâce à Dieu pour tout ce qui arrive, même ce que je fais, parce que même dans la presse, je me bats. La preuve est que je suis allé à la CAN au Gabon, sans être journaliste sportif, j'étais le collaborateur de la grande chaîne mondiale Bing Sport au Gabon. Super. C'est moi qui fais solliciter les Albert Roger Mila, les Belges Avantins, les Tiato Bill, les Didap, tout ça pour passer à Bing Sport. J'étais le collaborateur de Bing Sport. C'est là où certains journalistes m'ont dit que le père là. Ils ne comprenaient pas. Non, parce que j'ai du talent, comme tu dis. Moi, j'ai le contact facile. C'est clair. Et puis, je parle, mon anglais, même s'il n'est pas très bien, je parle quand même l'anglais. Je travaille aux Américains et je parle l'anglais américain. I'm rapping, man. Alors, dites-nous, vous êtes
êtes autorité traditionnelle, vous représentez à la communauté voilà. Ouais, je suis chef, mais je viens de démissionner. D'accord. Ouais, je vais après 23 ans. J'ai dit que... Oui, et comment déjà, on va peut-être arriver à votre démission, mais comment vous avez fait pour vous retrouver Voilà, quand je perds mon emploi, avec les Américains, je suis Claude. Avant que je perde mon emploi, mon épouse, comme je vous dis, la patronne qui vient est tellement jalouse, elle ne renouvelle pas son contrat, elle est au quartier. Et 2 ans après, je perds mon emploi. Et parce qu'on était en chantier, ma belle-sœur est allée en Europe pour 2 ans et elle nous dit on peut rester chez elle. Puisqu'on est en chantier, de peur que ma femme ayant perdu un emploi, il ne faut pas qu'elle soit encore confrontée au problème de loyer. J'ai dit quelle aubaine. Je suis allé habiter chez elle. Pendant que je suis chez elle, je commence les associations du village. C'est alors qu'on me sollicite pour être représentant du chef. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, que je n'ai même pas accepté d'emblée, j'ai dit non, vraiment, ça, c'est pas des trucs. Bon, voilà, finalement, on me convainc, j'accepte. On m'a dit, chef, voilà un chef qui... Vous savez, toutes ces choses, quand on te fait confiance, il y a toujours des jaloux à côté. Ceux qui auraient bien voulu être à ta place, ils racontent des histoires. Un chef qui est chez ça, dans sa belle famille, dans la communauté Bamileke, je m'adresse même particulièrement aux Bamileke là qui nous suivent. Parce que la communauté Bamileke, c'est des gens hypocrites souvent qui disent des choses. Oh, chef, il est... On raconte des histoires. Mais vous savez que quand on disait ça, me reste à 37 degrés. Parce que ma préoccupation, ma conscience, c'est quoi? Est-ce que je me reproche quelque chose? Est-ce que je crains Dieu? C'est ça qui me préoccupe. Je dois toujours faire ce que je pense que... Et je vous dis que je dis, fais pas ce que je reproche aux gens. Quand je ne fais pas ce que je reproche aux gens. Je fais ça, je suis chef. 2 ans après, le chef qui m'a installé meurt. Au village, le successeur est un enfant qui va à l'école. On recherche quelqu'un pour assumer l'intérim au village. Contre toute attente, les gens jettent le dévolu sur moi. Alors qu'il y avait des gens qui étaient partants, les gars qui sont nés au village, certains sont rebelles des élites. Ils disent comment un gars qui est né à Yaoundé vous lui donnez le pouvoir comme ça, ce n'est pas possible, machin, truc, tout. Il ne peut pas venir assumer l'intérim alors qu'il y a des gens au village. Pendant qu'ils le disent, je suis calme. Parce qu'à l'époque, même moi, je n'étais pas d'accord. Je ne voulais pas avoir accepté ça. Parce qu'on m'avait surpris au courant de la réunion. Quand on disait ça, j'étais calme. Mais je dis intérieurement que moi, je ne suis pas d'accord. Mais quand les gens ont réagi d'une certaine manière, là, je leur ai dit, bon, moi, j'accepte que vous relevez le défi. Et je leur ai dit que bon, parce que j'avais remarqué que les gens avaient peur de remettre le pouvoir à quelqu'un qui, du jour au lendemain, s'approprierait le pouvoir, n'accepterait plus de donner à l'enfant. Vous avez compris, non? Oui, effectivement. C'était le véritable problème. Parce que quand on a dit que c'est moi, les gens commençaient à aller autre chose, point de l'autre jour sans conclure cette affaire. C'est une maman qui se lève là et dit que nous, on vous dit que c'est le chef de Yaoundé parce que nous, on a confiance en lui. On sait que du jour là, on ne peut pas dire que c'est sa place. Non, il ne peut pas s'accaparer définitivement de la chefferie. C'est là, alors, moi, je lève, je dis que j'ai accepté votre proposition. Je vais assurer l'intérim. Et au bout de certain temps, quand l'enfant aura terminé ses yeux, je lui redonnerai. Je ferai comme Jean-Baptiste dans la Bible. Quand Jean-Baptiste venait, on croyait que c'était Jésus. Et il dit non, je ne suis pas digne de dénouer la sandale de celui-là. Il est arrivé. Quand Jésus est venu, il dit nous voilà l'agneau de Dieu. Je ne suis pas capable de dénouer ça. Et je leur ai dit que c'est ce que je ferai. Et c'est ce que j'ai fait. Le chef actuellement est un ingénieur. C'est moi qui ai participé à son encadrement. Mais à la fin, si, vous savez, comme je suis libre là, je ne me suis pas un aliéné, quoi. Vous êtes du RDPC ou des choses. Moi, je supporte les gens qui travaillent bien. Que tu sois du RDPC ou de l'opposition, si tu travailles bien, je suis avec toi. Si tu travailles mal, quel que soit ton cas, je ne suis pas avec toi. On est en train de mettre la pression sur le chef, mettre la pression. Le chef m'a un peu déçu. Là. J'ai dit, bon, écoute, moi, j'ai 23 ans, ça va. Moi, j'avais été fixé, même Jacques, à 25 ans, je vais partir. Mais là, comme je vois que c'est passe comme ça, bon, tu peux pas ta chefferie, tu peux désigner quelqu'un d'autre. Ça m'empêche même d'aller déployer mon plein potentiel sur le plan professionnel. Voilà, donc c'est pour ça que de plus en plus je me déploie facilement de plus en plus, surtout au sport aussi. Donc pour dire que c'est un peu ça. Voilà comment donc être chef là, c'est pas facile. Trop de problèmes, trop de jalousie, trop de coups bas, trop de choses. Bah, c'est normal. Quand vous êtes une quand on m'a désigné pour la petite au village, on installe. Après, les gens disent encore non, on doit installer le chef. Et on dit, mais on avait déjà installé le chef. On dit non, on n'avait pas mis ça. Il fallait.
parce qu'il fallait dire à l'autorité de dire au chef de me remplacer. Malheureusement, le sachant, j'étais toujours calme. Parce que je savais que la maman du chef et sa grand-mère ne pouvaient pas l'accepter. Elles avaient tellement confiance en moi. Quand ils ont venu dire ça au chef, le chef a refusé de me débarquer. Il m'a renouvelé sa confiance. J'ai fait comme dans le RDPC. Lettre de remerciement au chef. Et vous savez ce qu'on en a fait? On va à Douala, on prend la lettre, on lit à Douala. On dit, vous entendez ce qu'il dit là? On dit aux mamans, il dit que si le chef n'est plus, c'est lui qui prend la place. Bon, même les gens qui me soutenaient étaient devenus contre moi. On les avait manipulés. C'est-à-dire que j'ai pris le temps pour comprendre et tout ça. Ce qui se passait à la manipulation qui était derrière. Ouais, mais malheureusement pour eux, moi quand je suis là, je ne cherche pas mes intérêts égoïstes, je cherche l'intérêt général et c'est difficile de me faire reculer. Alors on va sortir, il nous reste quelques minutes à passer ensemble, 6 minutes par là et tout. Alors parlons de l'éducation au Cameroun. On est en pleine période de rentrée scolaire. En tout cas, lundi prochain, les élèves retournent à l'école pour le cycle primaire et secondaire, notamment. Et puis, voilà, on a maille à partir, notamment avec les fascicules, les livres qu'on a à l'école. Et puis, cette éducation-là, avec l'actualité de ces enfants qui vont à l'école et qui se retrouvent dans le débrayage, j'allais dire, dans des choses pas très bonnes. Ils se retrouvent à prendre des drogues, oui, à faire des choses qui suscitent l'étonnement ou qui fait regarder l'éducation, du côté de l'éducation qu'ils reçoivent, ces enfants-là. Ben, que je déplore, c'est que tout ça arrive quand les gens qui ont remplacé un musulman qui n'avait pas fait de très longues études ont pris le pouvoir. Ils sont là et pour la plupart, c'est des gens qui ont été formés par des missionnaires et qui plongent le pays dans cette situation. C'est regrettable. Il faut bien le dire, Il faut bien le dénoncer et dire que c'est regrettable qu'avec sous le règne de tous ces gens qui ont bénéficié de l'éducation dont je vous parle, des frères des écoles chrétiennes et tout, sont au pouvoir des séminaristes et tout ça, qu'on se retrouve dans sa merde comme ça. L'éducation des enfants vautrés dans la boue là, et puis englués dans toutes sortes de perversions. Et c'est dommage vraiment qu'on soit arrivé à ce point. Bien au contraire, c'est ceux-ci qui devaient peut-être améliorer au regard de la rigueur de la moralisation qui avait été annoncée, que devait être même dans une véritable république intégrée. Parce que le chef d'État est venu, il y avait déjà une unité nationale qui était forte. Il avait promis d'aller vers l'intégration nationale. On en est loin aujourd'hui. Et s'agissant de l'éducation, c'est tout ça qui participe qui est à l'origine de tout ce que nous désapprouvons aujourd'hui. Et dire aussi que les matériels, c'est cher. Et puis je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous dirigent là. Qu'ils sachent que c'est pas parce qu'ils ont mis l'homme au pouvoir qu'ils se croient tout permis, ils vont décider de l'augmentation des impôts, des taux de douane, n'importe comment. Hier, je vois quelqu'un qui avait donné l'argent à un notaire pour un terrain, 15 000 d'impôts. On revient, c'est monté à 60 000. C'est vous montez à 60 000 que vous avez augmenté quel salaire, vous avez donné quel avantage aux gens. Vous augmentez les impôts, tous les impôts qu'on ne prenait même pas qu'Aïd, on ne prenait pas au Cameroun. Vous ne payez pas le salaire qu'Aïd payait. Et vous augmentez les impôts et c'est vous qui vous endettez encore. Où va l'argent de l'impôt? Alors, justement, cette question... Mais on est à 13 000 milliards de dettes alors qu'on augmente les impôts chaque année. Mais écoute, soyons sérieux. Respectez les gens, il ne faut pas asphyxier le peuple comme ça. Oui, et la responsabilité des parents alors? La responsabilité des parents, parce que ils sont censés éduquer leurs enfants à la maison et l'école est censée les instruire. Les hommes qui parviennent à le faire sont les hommes forts. Parce que le pouvoir a fragilisé les hommes en réduisant le salaire d'il y a de l'époque de 2 tiers. C'était pour fragiliser l'homme, pour que les hommes acceptent n'importe quoi. Beaucoup d'hommes sont entrés dans la perversion et ne voient plus d'un mauvais yeux les écarts de comportement des enfants. D'où cette situation que nous déployons. Tout revient au gouvernement. Redonner à l'homme sa dignité. Arrêtez, on avait le barème de salaire à l'époque, on ne sait plus ce qu'on appelle salaire, c'est pas n'importe qui.
alors que le pouvoir redonne à l'homme sa dignité. Tout part de là. Ceux qui ont encore la force de bien éduquer leurs enfants, ceux qui sont forts spirituellement et qui ont leurs moyens. On a fragilisé les gens pour qu'ils acceptent n'importe quoi. Et la conséquence logique, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Voilà. D'accord. Allez, on va vous remercier, Léonard Fanja, d'avoir été l'ami de la journée dans l'émission La Mi-Journée au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné l'occasion de revenir un peu me remémorer que mon dernier passage ici en compagnie d'un Côti François d'Estopeller. Parce que ce jour, Saint-Merlin ne savait pas. Je suis à Saint-Merlin, j'ai tué un témoin de la mort des Black Seals. Et peut-être ne me croyait-il pas en 79. Quand Côti est venu, j'ai relaté le scénario au Mermoz, au bar en 79. J'ai rappelé. Côti a dit ça, c'est vrai. C'est juste dans le cas, il a dit ça, c'est vrai ce que tu disais. Il a dit ce monsieur. Côti a confirmé. Non, j'ai quand même été précoce dans des histoires de beaucoup de choses. J'allais au Mermoz, j'étais très jeune. J'ai Mermoz à Douala, les bébés, les Queens et consorts, on a fait tout ça. Je rends grâce à Dieu parce que les boîtes de nuit d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. On était jeunes, on allait en boîte. Mais on ne courait pas trop de risques comme les enfants qui vont en boîte aujourd'hui. D'accord. En tout cas, le plaisir sera le même de vous recevoir la prochaine fois sur ce plateau. Allez, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Également, la mi-journée au Cameroun était une réalisation et une mise en onde de Michel Essomba. Kofi Goda, j'ai eu le plaisir de présenter. Vous restez sur la radio parce que les programmes se poursuivent. C'est nous qui partons. À demain 12h. Cameroun.